Bonjour et bienvenue à ce webinaire public offert dans le cadre du programme d'excellence aux soins de santé Canada intitulé Susciter le changement dans l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Ce programme vise à aider les foyers de soins de longue durée partout au Canada à améliorer l'utilisation appropriée des antipsychotiques grâce à des soins centrés sur la personne. Les inscriptions sont encore ouvertes, alors si vous êtes un foyer de soins de longue durée au Canada, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous. Je m'appelle Nicole Pollack, responsable principale de programme aux soins de l'équipe du programme d'innovation en santé d'excellence en soins de santé Canada. Mes pronoms sont elle et la. Nous sommes heureux de voir autant de personnes se joindre à nous et merci donc d'être ici avec nous. Nous sommes très heureux d'offrir une interprétation simultanée en français et si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner français dans le menu d'interprétation en bas de votre écran. Nous vous invitons à partager vos questions et commentaires dans la boîte de discussion, dans le clavardage. Euh, nous y répondrons vers la fin du webinaire. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander l'assistance technique à l'aide de la fonction de chat. Cette session est enregistrée et l'enregistrement sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube dont le lien figure dans la boîte de discussion sur notre site web dans quelques jours ouvrables. Je tiens tout d'abord à préciser que je me joins à vous depuis mon domicile à Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Je reconnais et apprécie le fait qu'en tant que colon, je puisse vivre ici avec ma famille. Excellence en Santé Canada est également situé à Ottawa et compte des employés partout dans le pays. ES honore les territoires traditionnels sur lesquels vivent son personnel et ses partenaires. Je vous invite à vous présenter et indiquer d'où vous joignez à nous dans la boîte de discussion. Alors, quelques mots sur Excellence en santé. Si vous ne nous connaissez pas, eh bien, l'ESC est un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada. Nous collaborons avec diverses personnes et organisations à travers le pays afin de diffuser les innovations, renforcer les capacités et catalyser les changements politiques afin d'améliorer la sécurité et la qualité des soins de santé. Et j'aimerais remercier et reconnaître les organisations qui nous offrent leur soutien et qui continuent à promouvoir le programme et qui pourraient agir à titre d'évaluateurs bénévoles des candidatures au prix. Les objectifs du webinaire d'aujourd'hui sont de passer en revue les stratégies de déprescription, identifier les outils et les ressources en matière de déprescription, démystifier la déprescription, répondre à vos questions. Et je suis ravie d'accueillir nos intervenantes d'aujourd'hui, Pam Hall, une pharmacienne qui est titulaire d'un baccalauréat en sciences pharmaceutiques de l'Université de Toronto. Elle fait partie de l'équipe depuis 2020 où elle collabore avec des services gériatriques spécialisés et soutient les soins aux personnes âgées dans la région de Champlain en Ontario. Depuis 2018, elle travaille avec l'équipe de deprescribing.org où elle soutient leurs efforts visant à créer des outils et des lignes directrices fondées sur des preuves afin d'informer sur les possibilités de réduire la polypharmacie problématique chez les personnes âgées. Cela comprend également la collaboration avec plusieurs partenaires de soins de longue durée à travers l'Ontario. Auparavant, elle a travaillé pendant plus de 20 ans à Bruyère Santé à Ottawa dans les unités de réadaptation gériatrique, des soins continus complexes et de soins palliatifs, où elle est concentrée sur l'optimisation des médicaments au sein d'une équipe interdisciplinaire. Julie Weir, vous la connaissez sans doute maintenant, elle est coach et conseillère auprès de notre programme avec plus de 20 ans d'expérience en soins infirmiers. Julie est titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières et d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle a travaillé dans les secteurs de soins actifs et de longue durée, a passé beaucoup de temps au niveau du provincial au sein de l'Association des maisons de soins infirmiers de Nouveau-Brunswick. Pendant cette période, elle a dirigé plusieurs initiatives d'amélioration de la qualité à l'échelle provinciale, notamment l'initiative sur l'utilisation appropriée des antipsychotiques, la mise en œuvre de l'intérêt LTCF. Elle est actuellement présidente élue du conseil d'administration de l'IPAC Canada et professeure à la faculté des sciences infirmières de l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle continue de travailler avec le SC en tant que coach pour plusieurs initiatives et l'une des co-responsables des soins de longue durée chez Choosy Wisely Canada. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de discussion tout au long de la présentation. Et maintenant, je donne la parole à Pam. Merci beaucoup.
beaucoup pour cette excellente présentation et je voudrais aussi remercier à Excellence en Santé Canada de nous donner l'occasion de vous parler aujourd'hui du travail de desprescribing.org sur l'utilisation des antipsychotiques et la déprescription dans les établissements de soins de longue durée. Alors, pour commencer, je voudrais vous donner quelques informations sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors, les ressources de ligne directrice sur la déprescription et la recherche Connect ont commencé en 2013 sous la direction conjointe des docteurs Lisa McCarthy, Wade Thompson et Barbara Farrell. Et c'est avec leur expérience, ils ont vu l'impact croissant du fardeau médicamenteux dans leur propre pratique clinique et les lacunes exprimées par leurs collègues sur la manière de gérer ces situations de manière appropriée que l'équipe de desprescribing.org s'est donné une mission, un objectif que l'on peut voir ici. Le travail a consisté à développer une méthodologie rigoureuse pour élaborer des directives de déprescription fondées sur des données probantes ainsi qu'à créer des outils connexes qui sont maintenant utilisés dans le monde entier et qui sont disponibles gratuitement sur notre site web. Ces lignes directrices et ces outils ont été approuvés et soutenus par de nombreuses organisations, y compris le soutien et le partenariat d'Excellence en Santé Canada, dans le cadre de leur initiative susciter le changement de l'utilisation appropriée des antipsychotiques. En fin de compte, ce qui nous motive au sein de l'équipe de deprescribing.org, c'est d'améliorer le bien-être des gens. Je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le même état d'esprit du fait de votre présence ici aujourd'hui. Alors, pour préparer le terrain, eh bien, pour vous apprendre ce que nous avons appris depuis 2013, notre équipe considère la déprescription comme le processus planifié et supervisé de réduction de la dose ou d'arrêt d'un médicament qui pourrait être nocif ou ne plus être bénéfique. La déprescription fait partie d'une bonne prescription. Elle consiste à réduire les doses lorsque celles-ci sont trop élevées ou à arrêter les médicaments qui ne sont plus nécessaires. Il y a également deux autres points qu'il est important de garder à l'esprit lorsque l'on parle de la prescription d'antipsychotiques et j'ai l'intention de l'expliquer plus en détail plus tard. Mais en général, tout d'abord, nous avons appris que la déprescription d'un médicament est plus efficace lorsque l'on travaille en équipe. Et je ne parle pas seulement du prescripteur et du pharmacien ou de l'infirmière. Dans mon propre travail de pharmacienne hospitalière, je me suis beaucoup appuyée sur les approches non médicamenteuses proposées par mes collègues kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou diététiciens. Tout comme pour la prescription de médicaments, il est essentiel d'impliquer la personne, les partenaires de soins dans les décisions de déprescription parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'orientation de ce qui peut être la meilleure option pour eux, en particulier lorsqu'il n'en existe plus qu'une. Deuxièmement, c'est que nous avons eu la chance de collaborer avec de nombreux partenaires de foyers de soins de longue durée, à la fois dans les foyers eux-mêmes et dans les organisations de SLD, dont l'Ontario, représentant des prestataires de soins de santé, des administrateurs, des résidents et des familles et partenaires de soins. Leur message a toujours été que nous sommes motivés et prêts à déprescrire, mais nous serions heureux de recevoir un message de votre part, des outils, des ressources pour l'aider à le faire de manière sûre et efficace. Et ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que selon dans notre processus, nous avons vraiment essayé, nous sommes efforcés de voir la meilleure manière de le faire. Et donc, il y a une approche en 8 étapes ici que je voudrais souligner. Et les recommandations que vous allez trouver comprennent les directives de déprescription et sont déterminées par la qualité des preuves à l'appui, la certitude que les avantages souhaitables l'emportent sur les inconvénients indésirables, l'incertitude, la variabilité des valeurs et des préférences des individus qui sont prises en compte, et la certitude que le médicament constitue une utilisation judicieuse des ressources. Après, eh bien, nous allons au-delà et vraiment, nous cherchons à l'avis des cliniciens et d'autres parties prenantes comme vous-même dans divers contextes de pratique, y compris les SLD, afin d'éclairer davantage les révisions et les considérations clés sur la mise en œuvre dans la pratique clinique. La ligne directrice publiée que vous voyez ici contient de nombreux détails sur ce qu'il faut faire pour décider si, quand et comment déprescrire au mieux un antipsychotique.
Toutefois, ce que nous avons écouté de la part des personnes chargées de la révision des lignes directrices, c'est que la mise en œuvre serait plus facile si des guides récapitulatifs et d'autres outils accompagnaient ces lignes directrices. C'est ainsi que sont nés les algorithmes et les outils destinés aux patients et aux partenaires de soins que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et je voulais juste vous présenter, si vous ne connaissez pas notre site web, eh bien, n'importe lequel des outils et des ressources que je vous présente aujourd'hui sont libres, d'accès libre. Donc, je voulais tout juste le souligner et souligner où vous pouvez trouver donc ces directives. Donc, ce que vous voyez face à vous maintenant, eh bien, c'est la première page de notre algorithme pour les directives des prescriptions. Ça ressemble peut-être à autre chose que vous avez vu dans le passé et les cliniciens le connaissent. Lorsque vous utilisez l'algorithme, il a été conçu comme un outil d'aide à la décision par étapes qui guide le clinicien à travers les questions et les considérations à prendre en compte une fois qu'il est établi qu'un antipsychotique prescrit à une personne doit être revu. Et il suit également une approche bien documentée dans la littérature qui reflète de nombreuses parties du processus que le prescripteur ou les pharmaciens comme moi-même suivent lorsqu'ils modifient des médicaments. Donc, sur cette première page de l'algorithme, vous voyez qu'il commence par indiquer quand il est raisonnable d'envisager une déprescription ou quand la prudence peut être plus appropriée. Donc, vous voyez les trois, disons, cases bleues. Donc, là, on voit pourquoi est-ce que le patient prend un antipsychotique et selon la réponse, eh bien, cela va nous mener au niveau suivant de recommandation quant à quoi faire avec cet antipsychotique, est-ce qu'il est adéquat de le déprescrire ou est-ce il vaut mieux le continuer ou obtenir une autre opinion experte ou peut-être inclure une orientation de la psychiatrie gériatrique. Et quant à pourquoi le patient prend un antipsychotique, à gauche, les cases décrivent les symptômes et répondre aux questions s'il y a eu donc des réponses. Dans la case du centre, on nous demande si les antipsychotiques ont été prescrits pour l'insomnie. Et le dernier encadré de droit décrit les indications pour lesquelles il serait approprié ou raisonnable de poursuivre le traitement ou d'inclure une orientation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la psychiatrie gériatrique. La deuxième partie décrit la manière dont la prescription doit être effectuée. Par exemple, ou est-il préférable de réduire lentement la dose au fil du temps? Ou est-ce qu'on peut l'arrêter? Eh bien, ça dépend. Ensuite, euh, il y a des conseils donnés sur les paramètres de surveillance suggérés pendant le processus de réduction et que faire après l'arrêt du traitement. Et parfois, nous passons directement au raisonnement, à ce qui peut se passer lorsque l'antipsychotique est supprimé, comme une augmentation des expressions physiques. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est qu'il est aussi important de nous rappeler que certains paramètres doivent inclure des choses positives également. Par exemple, la personne devient-elle plus lumineuse? Est-elle plus engagée? Est-ce qu'elle tombe moins? Parce que je pense que c'est aussi important de souligner les succès lorsque l'on déprescrit les médicaments et ne pas seulement se centrer sur les choses négatives. Je pense que il est important aussi, ces éléments sont importants pour gagner en confiance et continuer à avancer dans l'arrêt du traitement, pour rassurer aussi les partenaires de soins sur le fait que vous êtes sur la bonne voie. Et enfin, les rédacteurs de lignes directrices sont conscients qu'il peut arriver que la déprescription ne se déroule pas comme prévu. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il était déraisonnable d'essayer, mais plutôt qu'il peut y avoir d'autres alternatives de traitement qui peuvent aider à minimiser le risque d'effets nocifs des antipsychotiques, tout en s'assurant que la qualité de vie de la personne est au meilleur niveau possible. Et là, on peut voir le type d'idée, si les comportements reviennent, est-ce qu'on pourrait donc considérer des approches sans médicaments? Est-ce qu'on pourrait baisser la dose? Et reconsidérer peut-être une déprescription dans 3 mois peut-être, ainsi que si les médicaments étaient prescrits pour des insomnies, alors on peut voir s'il y a, on peut observer si les symptômes reviennent.
sur la deuxième page. Et ici, c'est l'autre côté de l'algorithme. Donc, on essaye de donner des conseils. Par exemple, quelles sont les formulations d'antipsychotiques sont disponibles, auxquelles vous devriez penser lorsque vous vous rendez à l'hôpital, ou l'élaboration d'un plan de réduction progressive, quelles sont les informations que les patients et les soignants ont jugées utiles, lors de prendre des décisions de prescription, tout cela, par exemple, pour ce qui concerne les effets secondaires. Et aussi, il y a de plus en plus de détails sur les plans de réduction progressive et les approches non médicamenteuses qui peuvent être mises en œuvre et qui peuvent être considérées comme des facteurs de réussite de votre plan. Et comme je l'ai dit, il y a d'autres outils. Nous espérons que il y a d'autres audits nous espérons qu'ils vont aussi nous aider à avoir plus de réussite avec nos partenaires ou peut-être aider aux cliniciens à réfléchir à l'algorithme de déprescription. Et vous voyez ici, nous avons aussi développé une vidéo courte pour mieux encadrer la manière de déprescrire les antipsychotiques et d'exemples concrets. Nous avons développé des infographies et des brochures d'information permettant d'expliquer plus en détail les risques associés à l'utilisation des antipsychotiques d'une manière centrée sur le patient. Et comme je l'ai mentionné au début, comme le souligne l'algorithme de 2 pages, l'implication du résident et de sa famille ou de partenaires de soins n'est pas une étape à négliger, comme vous le savez, les inclure dans toutes sortes de discussions, y compris l'utilisation des antipsychotiques, peut être une manière très positive d'améliorer le succès. Et en outre le travail sur les lignes directrices, l'équipe de deprescribing.org a eu la chance de pouvoir tirer parti de l'expertise et des connaissances nombreuses de nos partenaires du secteur des soins de longue durée afin de trouver d'autres moyens de soutenir la déprescription des médicaments tels que les antipsychotiques. Donc, si votre équipe de SLD met en place une stratégie d'utilisation appropriée des antipsychotiques, une partie de vos interventions peut porter sur la manière d'impliquer et de soutenir le personnel dans votre projet ou sur la manière de présenter plus efficacement l'idée de déprescrire un antipsychotique à un partenaire de soins. Nos travaux de recherche et de déprescription vont au-delà des lignes directrices et je pense que nombreux autres outils disponibles qui se trouvent sur notre site web peuvent vous intéresser dans la conception et la mise en œuvre de votre stratégie de déprescription. Donc, ce travail, en fait, a commencé en 2018 avec le soutien de nos partenaires des centres d'apprentissage, de recherche et d'innovation en soins de longue durée de l'Ontario et faisait partie d'une initiative plus vaste. Le projet de déprescription des foyers de SLD de l'Ontario a commencé par un objectif minuscule. On souhaitait créer un environnement où la déprescription serait une composante durable des pratiques de médication dans les foyers de soins de longue durée de l'Ontario. Ce que nous avons appris, c'est qu'une déprescription réussie dans les foyers de SLD nécessitait une approche à plusieurs volets qui exigeait l'adhésion de nombreuses personnes de différentes parties prenantes au sein d'un foyer. Et comme je l'ai dit, cela nécessite une approche d'équipe de la part de toutes les parties prenantes et non pas seulement du personnel clinique, mais aussi des administrateurs, les résidents ou les partenaires de soins, dont nous avons utilisé une approche fondée sur les sciences du comportement et avec la collaboration d'un nombre incalculable de personnes issues du secteur. Nous avons cherché comment rendre ce projet une réalité. Nous avons identifié 4 comportements clés qui nous aideraient à atteindre notre objectif. Et ensuite, en partenariat avec ces experts en SLD, nous avons co-conçu des outils et des ressources pour soutenir 2 comportements particuliers que j'ai trouvé intéressants pour ce groupe et pour tout le monde aussi en ligne. Il s'agit toujours de la prise de décision partagée concernant les médicaments et l'idée que tous les membres de l'équipe de soins doivent participer dans les conversations de déprescription. Et les ressources que je vais vous présenter maintenant sont également disponibles sur notre site web. Voici à nouveau une image de notre site web où vous pouvez les trouver. Alors,
La prise de décision partagée, c'est quelque chose que je veux vraiment pas discuter avec vous parce qu'il me semble que c'est peut-être la plus importante, surtout concernant les antipsychotiques, parce que les personnes sont vraiment, elles hésitent, quoi. Il s'agit de faire des choix qui s'adaptent aux préférences des gens. La meilleure décision pour une personne peut être basée sur de nombreux éléments différents. Par exemple, ce que la recherche montre sur le fonctionnement de différentes options, quels sont les effets secondaires acceptables et inacceptables, quelles sont les autres choses que la personne considère importantes pour vivre une vie pleine, et quels sont les autres problèmes liés à d'autres conditions médicales. Est-ce qu'il s'inquiète par le fait qu'un antipsychotique euh, pourrait provoquer des comportements, ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout inquiets des effets secondaires? Donc, il faut vraiment les faire participer à cette décision de prendre de décision afin de discuter et pouvoir leur donner le soutien nécessaire avec plus de connaissances. Donc, nous avons co-conçu beaucoup de ressources. Il y a certaines choses ici que j'ai soulignées avec des images. Et en fait, ce ne sont que quelques exemples qui peuvent être utilisés pour préparer les résidents et les partenaires de soins à des discussions sérieuses sur les médicaments, espérant que lorsque vous allez en parler, ce sera une discussion efficace. Il s'agit donc d'essayer de mettre à l'aise les patients quant aux questions qu'ils peuvent poser, les raisons pour lesquelles ils peuvent participer dans les questions concernant les médicaments. Souvent, les patients ou les partenaires de soins n'ont aucune idée. Qu'ils font partie de l'équipe. Parfois, les partenaires de soins ne savent même pas qu'ils peuvent participer à ce genre de discussion. Nous avons développé cela, et il faut donc voir comment nous pouvons nous en occuper et faire des révisions avec eux. Un autre aspect identifié et qui a eu beaucoup de succès, c'est que les effets secondaires et les identifier sont la responsabilité de tout le monde. Et donc, certains des outils que nous avons créés sont comme un poster qui aide à signaler aux partenaires de soins et au personnel que si le résident signale des symptômes tels que la bouche sèche, le vertige, etc., la somnolence, eh bien, tout ça pourrait indiquer des effets secondaires des antipsychotiques. Et donc, ils devraient alors discuter avec vous le fait qu'ils ont observé ces symptômes et savoir donc à qui s'adresser. Et donc, avec ces outils, nous essayons donc de les présenter à l'équipe afin de comprendre comment nous pouvons offrir notre soutien euh, aux patients. Et certaines personnes dans l'appel ne sont ni médecins ni pharmaciens. Et souvent, alors la question, c'est, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un pharmacien. Est-ce que je peux quand même continuer à contribuer à la déprescription des antipsychotiques? Et moi, j'adore dire que oui, oui, absolument. Et c'est en fait parce que nous tous, nous avons un rôle à jouer dans la manière dont la stratégie de déprescription peut être mise à jour et comment améliorer son succès. Donc, la dernière partie de la présentation, c'est en fait quelques points cliniques que je voudrais souligner. Euh, il y a pas mal de choses que j'ai appris après toutes mes années en tant que pharmacienne. Et voici les composants clés que je voulais donc vous laisser pour que vous puissiez réfléchir et penser à comment vous pouvez donc changer votre rôle et votre expertise pour soutenir ce projet AUA dans votre établissement de SLD.
Ces perles cliniques proviennent de ma propre expérience de travail au sein d'une équipe interdisciplinaire et le fait qu'il y a eu de nombreuses fois où j'ai fait appel à mes autres collègues pour m'aider à m'assurer que les changements de médicaments que je suggérais conduisaient à une amélioration des résultats avec moins de médicaments. Et pour les établissements de soins de longue durée où les prescripteurs, le personnel, les partenaires de soins hésitent fortement à déprécier les antipsychotiques, les conseils suivants peuvent être utiles pour faire avancer votre stratégie. Alors, par exemple, de nombreux prescripteurs s'inquiètent de faire des vagues ou du fardeau que représente pour eux le fait d'être les seuls à conduire les changements. Donc, la mise en œuvre de certains de ces conseils peuvent leur permettre de se sentir plus à l'aise en sachant que les partenaires de soins sont déjà impliqués, le personnel est désireux et capable d'apporter une aide efficace. Donc, tout d'abord, où se trouve, comment va l'éducation autour des prescriptions psychotiques? Et ça inclut tout le personnel clinique et non clinique. Et, par exemple, il pourrait s'agir que le directeur de soins pourrait peut-être organiser une série de déjeuners-conférences pour tout le personnel sur la manière dont les antipsychotiques sont des prescrits et donner une idée sur comment le personnel pourrait être impliqué dans le processus. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi une opportunité d'éducation avec les partenaires de soins ou les résidents ou les familles. Et un, un message cohérent, c'est très important. Autrement, c'est très frustrant si ça n'existe pas. Surtout si un résident, un partenaire de soins entend un membre du personnel dire que les antipsychotiques présentent des risques et une autre personne va dire que, en fait, le docteur va peut-être augmenter la dose. Alors, parce qu'il y a plus de comportements. Donc, un front uni peut renforcer la confiance et l'ouverture à la possibilité de déprescription. Et donc, un exemple que j'aime dire, c'est ça qui vient d'un de mes collègues, c'est que je dis à une patiente, ah, vous savez, je pense pas que ce médicament vale le coup. Je pense qu'il augmente le risque de chute et que vous ne vous sentez pas vraiment bien. Il va me regarder, ah, je sais pas, je pense que vous savez pas vraiment de quoi vous parlez. Et en fait, alors, je ne disais plus rien. Et après, le médecin m'appelait 20 minutes et après, il venait, il disait exactement la même chose. Et alors, il a regardé. Ah, vous savez, je pense que vous avez raison. Et c'était vraiment le fait que c'était un message cohérent. Plus d'une personne est en train de me dire la même chose. Et je pense que ça a vraiment un impact, surtout s'ils n'ont jamais entendu parler du fait que le médicament pouvait causer cela. Alors, entamer les conversations, comme je l'ai dit, cela avec n'importe qui, il faut établir dès le départ cette, c'est cet engagement à optimiser la médication des patients dès le moment où les personnes rentrent dans les soins de longue durée. Il faut dire que les médicaments vont être examinés. En particulier, il y a certains médicaments qu'on va essayer de réduire à cause des effets secondaires. Et de cette manière, les familles ou les membres du conseil, les résidents, sont prêts à avoir ces discussions et ils ne sont pas, disons, surpris si cela a lieu tout à coup lors d'une conférence et ils ne s'y attendaient pas du tout. Et aussi, je pense que les directeurs de soins, les infirmiers, les travailleurs sociaux, les membres du conseil peuvent offrir des outils et des ressources pour ces conversations et pour que les personnes puissent réfléchir et peut-être revenir plus tard avec cette sensation d'avoir les connaissances, d'avoir une bonne conversation. Et tous les membres de l'équipe peuvent aider quand on s'approche non pharmacologique. Vous le savez, il peut s'agir même de kinésiologie, kinésithérapeute. Est-ce qu'ils participent? Est-ce qu'ils peuvent dire, ah, vous savez, en fait, son équilibre s'est amélioré. Je vois qu'elle arrive à se mobiliser beaucoup mieux et de manière plus facile. Donc, ce genre de feedback, ce genre de suivi peut être très, très utile. Et finalement, eh bien, quand on parle de suivi, en fait, cela peut être très utile. L'approche
d'équipe, pensez par exemple à qui vous pouvez inclure, bien entendu la physiothérapie, les membres de la famille, leur expliquer à quoi doivent-ils faire attention. Et la diapositive suivante. Donc, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que je n'ai pas trop parlé et, euh, et j'espère que je peux vous aider et que vos équipes sont prêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pam. C'était incroyable. Et moi, je travaille là-dedans depuis plusieurs années déjà avec des collègues et le soutien de ESC. Et j'apprends toujours des nouvelles choses, en fait, à chaque fois que quelqu'un s'exprime sur ce sujet. Et je continue quand même d'être encouragée par la cohérence au sein du message dans toutes les organisations qui en parlent. En fait, Pam a parlé de cette approche interdisciplinaire, pluridisciplinaire, de commencer à avoir ces dialogues dès le début, de garder les lignes de contact ouvertes, de l'importance des données. Donc, c'est vraiment important et intéressant. Donc sur ce site internet des prescribing.com, vous avez beaucoup d'outils, des choses qui ont été testées, approuvées au cours des années. Euh, On a tout un tas de choses à vous recommander. Il y en a tout un tas vraiment. Et Pam a présenté aujourd'hui certains de ces outils, mais on a aussi besoin d'entendre vos retours en fait. Qu'est-ce qui a fonctionné? Pourquoi? Comment est-ce que vous avez réussi à prendre en charge, à prendre en compte cet algorithme de la déprescription pour que cela fonctionne chez vous en fait? Les choses qui vont fonctionner dans votre environnement ne vont pas forcément fonctionner autre part. Et inversement, il faut savoir s'adapter, il faut savoir eh bien, voilà, trouver la bonne manière d'adapter et de faire fonctionner un outil dans votre contexte particulier. Merci beaucoup, Pam, encore pour votre intervention. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont pouvoir réutiliser encore cette présentation. Donc, je, je vous recommande peut-être à toutes les équipes ici présentes de présenter cette vidéo lors de votre équipe, lors de réunions avec votre équipe chez vous. Donc voilà, moi je travaille déjà dans cela depuis 22 ans et j'en apprends toujours des nouvelles choses. Donc merci beaucoup pour cela. Maintenant, nous allons parler. Bon, bien évidemment, c'est un petit peu dur de faire suite à Pam puisqu'elle était si bien, cette présentation, mais on va peut-être parler des petites listes qu'on a créées il y a quelques années, mais qui sont encore très utiles en fait. Ces faits-là ne changent pas lorsqu'on entend des familles, des résidents, ou peut-être la population générale qui nous demande quand est-ce que les antipsychotiques peuvent être utiles. Donc, ils peuvent en général aider à réduire les symptômes ou les comportements suivants: les hallucinations, les délires, la forte agitation. Donc là, on parle peut-être aussi de tempérament à risque pour soi ou pour les autres, et des comportements physiques agressifs comme crier, frapper, donner des coups de pied, mordre, ce genre de choses. Ce sont des activités bien sûr très compliquées et cela peut être aidé avec les antipsychotiques, mais seulement sur le court terme. Dans ces cas-là, cela peut aider avec les symptômes, mais cela ne peut pas être possible de continuer indéfiniment. Par contre, là où les antipsychotiques n'aident pas ou ne vont pas probablement aider pour réduire les symptômes ou comportements suivants, donc le comportement antisocial envers les autres, si on ne veut pas interagir, si on ne veut pas sortir de sa chambre, ça ne va rien changer. L'apathie, un désintérêt pour tout ce qui se passe, des intérêts à participer à des
des conversations, comportements inappropriés comme se déshabiller, faire des avances sexuelles à d'autres personnes, cacher ou collectionner des objets, répéter sans cesse des gestes ou des mots, la résistance envers une personne en particulier, parfois un membre de la famille, parfois un membre du staff, du personnel, et l'errance ou l'agitation. Ces comportements ne n'interagissent pas du tout avec les antipsychotiques. Et les personnes qui créent les antipsychotiques ne disent jamais que leurs médicaments peuvent aider avec ces comportements-là. Prochaine diapositive. Donc, il y a certains antipsychotiques courants qu'on connaît. Il y en a bien sûr des nouveaux qui arrivent sur le marché qui ne restent pas forcément très longtemps, mais les non typiques sont par exemple le Risperdal, olanzapine, l'aripiprazole, la lozapine, clozapine et bien sûr du Haldol. Ce sont les antipsychotiques courants qu'on voit dans le marché. Maintenant, parlons un peu des mythes qu'on entend parfois dans les personnes, de la part des personnes qui participent au AUA ou aux autres personnes. Le mythe, c'est que les comportements réactifs et agressifs vont empirer si on retire les antipsychotiques. Les personnels et les résidents et résidentes et résidents risquent d'être blessés. Les personnes pensent que les antipsychotiques ont été prescrits pour des comportements à risque ou agressifs et donc que si jamais on les déprescrit, cela va revenir. Mais ce n'est pas du tout la réalité dans toutes les études que nous avons pu mener. On voit une différence. La différence, c'est que le comportement ne va pas changer ou va s'améliorer puisque le résident est de moins en moins sédaté et donc, en général, son comportement s'améliore. Il n'y a absolument aucun signe qui dit que l'agressivité peut augmenter. On sait que l'Alzheimer ou la démence est une maladie progressive et lorsque il y a ce comportement qui a besoin d'antipsychotiques, c'est simplement à un point donné de la maladie et avec la progression de la maladie, il y a certaines parties du cerveau qui peuvent potentiellement être déclenchées et déclencher ce genre de comportement, la maladie va ensuite changer de zone du cerveau. Et euh, donc dans ces cas-là, il n'y a plus de problème. Donc c'est pour cela que pour ces maladies-là, il faut continuer de faire un suivi. Et si Et à partir du moment, par exemple, si des fois on a besoin de réduire un petit peu les doses, on les réduit, on essaye de voir si on peut réduire la dose. Et en fait, si on n'arrive plus à réduire, ce n'est pas un échec. Il faut bien évidemment toujours essayer de réduire le plus possible les médicaments afin d'avoir un effet positif pour le patient. Prochain mythe, c'est que si on réduit ou on retire les médicaments, on sera obligé d'avoir recours à des moyens de contention physique. Les données montrent que l'utilisation de moyens de contention physique est en fait réduite. En fait, moins de sédation crée en fait une meilleure mobilité des patients. Donc, c'est quelque chose qui est positif. Et si quelqu'un a du Seroquel une ou deux fois par jour, ils sont vraiment plus endormis. Donc, le résultat, c'est qu'ils ont moins de muscles, donc ils sont moins stables sur leurs pieds et ils ont plus de mal à se déplacer. Et donc, ce qu'on voit avec la réduction des antipsychotiques, c'est que s'il y a un programme pour améliorer la marche qui est en place, on voit qu'il y a beaucoup de résidents qui finalement sont en meilleure sécurité. Et
lorsqu'il y a des besoins de les réduire physiquement, en général, c'est parce qu'ils étaient un petit peu confus et on se rend compte ici que lorsqu'on réduit ces médicaments, ils sont plus capables de participer au programme. Troisième mythe, la charge de travail va augmenter pour le personnel. Ça, c'est l'un de mes mythes préférés. Je l'entends tout le temps. Tout le monde me dit, voilà, on n'a pas le temps pour le AUA. En fait, on a besoin de plus de personnel pour pouvoir faire cela. Et en fait, ce n'est absolument pas ce qu'on voit. Dans quasiment toute la majorité des provinces, en général, ce n'est absolument pas le cas. Lorsque les patients sont sous sédation, ils ont ils ont des besoins plus élevés. Ils ont besoin de plus de soins. Ils ont parfois plus de blessures. Ils ont parfois plus besoin d'aide lorsqu'ils s'alimentent. Donc, ils ont plus de besoins, en fait. Donc, cela prend plus longtemps aussi eh bien, d'appeler quelqu'un pour gérer un patient qui serait agité. Donc, les stratégies de soins centrées sur la personne permettent au personnel d'être plus proactif et de prévenir les comportements réactifs en amont. Tout le monde sait que j'adore raconter des histoires et je peux vous parler de plusieurs histoires où il y avait des résidents qui ont vraiment pu reprendre leur fourchette et en fait vraiment participer au dîner, au repas. Donc en fait, au moment du dîner, par exemple, cela venait libérer beaucoup de personnel en fait. Pour les personnes qui sont sous sédation, peut-être que, ils auraient eu besoin de personnes qui viennent les alimenter. Ils auraient eu besoin d'aide pour s'alimenter et donc auraient eu besoin de plus de soins, plus de temps. Les personnes qui ne sont plus sous sédation, ils peuvent vraiment participer, ils peuvent prendre eux-mêmes leur fourchette. On voit finalement que le personnel, finalement, a plus envie et voit réellement les changements. Le prochain mythe, c'est les familles pourraient être réticentes à l'idée que nous modifions les médicaments. C'est vrai qu'il y a beaucoup de provinces et c'est vrai que lorsque les familles font passer la personne de l'hôpital au foyer, ils vont dire non, mais attendez, le docteur de l'hôpital a prescrit ce médicament, donc c'est quelque chose de nécessaire. Alors que ici, dans ce foyer, vous voulez l'enlever. Pourquoi? Mais en fait, ici, il y a une opportunité de devenir partenaire avec ces familles afin de leur faire comprendre en fait que ce n'est pas forcément dans leur meilleur intérêt et dans l'intérêt de leurs proches. On peut voir, bien évidemment, leur dire que les relations sont améliorées, les patients, les résidents sont plus alertes et ils sont plus sociables également et on le voit. Prochaine diapositive. Donc, on va faire une petite activité ensemble. Peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire, une activité TRIZ, mais en fait, c'est Cynthia Sinclair qui me l'a montré il y a plusieurs années et je l'utilise beaucoup. L'activité, c'est c'est pour faire pour résoudre des problèmes de manière théorique et inventive. Donc, on essaye d'aller au-delà de la pensée latérale. On essaye vraiment. Bon, la réflexion latérale, c'est voilà, c'est je réfléchis de cette manière, c'est toujours comme cela que j'ai réfléchi, etc. Et en fait, on entre dans un cycle et en fait, on n'arrive pas à vraiment réfléchir d'une autre manière. Et en fait, l'activité TRIZ va nous permettre de réfléchir d'autres manières pour peut-être créer des changements nécessaires. Donc, en fait, on vient retourner complètement la question. Donc, l'activité TRIZ, on va on va poser une question en réponse à la présentation de Pam, pardon. Donc, la question, c'est
comment éviter de collaborer avec votre pharmacienne ou pharmacien. Donc, ça, c'est ça l'activité TRIZ. En fait, on vient retourner complètement la question. C'est-à-dire, comment éviter de collaborer avec votre pharmacien ou pharmacienne. Et en fait, on va en parler ensuite. Donc, essayez de réfléchir comme ça. Et je vais vous demander, vous inviter à utiliser la fonction conversation ou chat. Et ça peut être une petite liste, ça peut être une phrase. Donc, essayez de réfléchir à cette question. Comment éviter de collaborer avec votre pharmacienne ou votre pharmacien? Merci, Olivia. Ne pas les inclure dans les revues médicamenteuses trimestrielles, sans faire des révisions des médicaments avec les pharmaciens. Valérie dit sans ne pas partager les programmes de soins mis à jour. Neil dit ne jamais parler à son pharmacien sur les questions médicales. Taylor et Holly disent ne pas poser de questions. Jay Gallagher dit qu'il n'y a pas de revue de médicaments, ne pas leur demander leurs recommandations lorsqu'il y a des questions. Excellent. Carla dit de ne pas inclure les pharmaciens dans la prescription AUA. Leslie dit ne pas continuer à regarder les historiques d'admission lorsque le résident finalement est censé avoir des antipsychotiques. Ne pas faire confiance aux informations données par le pharmacien ou la pharmacienne. Les exclure de l'équipe interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Perdre le numéro de téléphone du pharmacien ou de la pharmacienne. Ne pas les informer, ne pas les écouter et faire exactement ce qu'on veut. Oui, j'adore, merci. J'adore, merci pour toutes ces allocutions, toutes vos contributions. Bon, c'est une activité triste, on a complètement retourné la question. Et donc, en fait, toutes ces informations ou ces réponses vous nous donnent des informations sur comment éviter de collaborer avec votre pharmacien ou pharmacienne. Donc, maintenant, on peut essayer de retrouver les vraies questions et les vraies informations. Donc, si ensuite on fait un exercice de réflexion non linéaire, on peut dire par exemple, dans le cas de Karen, elle dit euh, ici, c'est écrit, donc éviter les disponibilités des docteurs pour pouvoir discuter avec eux. En fait, on peut retourner ensuite et dire se rendre disponible pour discuter avec les pharmaciens et les docteurs. Par exemple, pour la personne qui a dit de perdre le numéro de téléphone de la pharmacienne, eh bien, on pourrait dire à l'inverse, se tatouer le numéro de la pharmacienne sur le bras. Euh, Par exemple, pour Lynn, ce serait de faire confiance aux informations données par la pharmacienne ou le pharmacien. Pour Leslie, en fait, on met la chose sur le positif. Donc, j'espère que vous avez compris cette idée et que cela peut aussi aider votre équipe de qualité pour pouvoir continuer à réfléchir d'autres manières, en fait. Donc, parfois, pour être innovant, il faut faire quelque chose de manière différente. Et donc, vous pouvez le faire en posant la question différemment et en encourageant votre équipe à réfléchir, comme Cynthia l'a dit, ne pas forcément, ne pas forcément réfléchir un peu aux solutions hors des sentiers battus, mais plutôt ne pas se limiter à des sentiers du tout, en fait. Cela peut vous permettre d'avoir des idées plus innovantes. Et cela peut peut-être aussi vous donner plus d'informations sur des activités potentiellement qui vous font perdre du temps. Avec ceci, on va repasser la parole à Nicole et on va passer à la section questions-réponses. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait un peu rigoler aussi avec cette activité triste. On se rend compte, bien sûr, qu'il faut faire tout cela. Donc, merci Pam pour cette
présentation incroyable. Vous avez vraiment partagé tout ce que j'attendais et encore plus d'informations absolument cruciales, avec bien évidemment le fait de co-créer, d'impliquer toute l'équipe, ça a été incroyable. Et je crois qu'il y avait aussi une discussion dans le clavardage sur ceci, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà impliqué les familles, les proches aidants dans ce processus de déprescription? Je ne sais pas si il y avait d'autres choses dans le chat, mais en tout cas, merci d'avoir participé dans le clavardage. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poster maintenant. C'est vrai que la plupart des équipes nous disent que oui, bien sûr, ils comprennent, ils ont le désir, bien sûr, de mettre en place ceci, mais c'est vrai que parfois, ils rencontrent la famille et la famille, finalement, n'a pas forcément envie ou de déprescrire. Est-ce que vous voudriez en dire un peu plus sur cela? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, Pam. Oui, en fait, je pense que c'est parce que on m'a, on- ça m'est arrivé plusieurs fois déjà, et c'est vrai que parfois je fais l'assumption que la décision que je prends, en fait, est la bonne pour le résident ou le patient. Donc, en fait, avec le travail qu'on fait, avec la déprescription, et avec nos partenaires communautaires, avec les partenaires familiaux et les personnes qui sont en soins longue durée, en fait, souvent, ces conversations n'ont jamais eu lieu. Donc, la toute première fois où vous parlez de cela, c'est peut-être la toute première fois qu'ils l'ont entendu, en fait. Donc, en fait, il faut créer ce fondement, cette base de confiance. Donc peut-être qu'ils ont besoin simplement de temps pour y réfléchir lorsque la famille n'est pas forcément, est un peu réticente à tout cela. En fait, il faut toujours s'assurer de leur dire qu'on va vraiment soutenir leurs proches et avec toute l'équipe et construire encore cette confiance. Et en fait, leur faire comprendre que en fait, c'est vraiment pour le bénéfice de tout le monde et aussi être transparent sur le fait que ils peuvent aider eux-mêmes avec ce suivi. Ils peuvent être impliqués dans le processus décisionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent subir. Et bien sûr, si quelque chose ne se passe pas très bien, ça arrive, eh bien, il y a des options pour avancer, pour continuer d'avoir du succès. Donc, il s'agit de leur faire sentir qu'on les écoute, qu'ils font partie de ce processus, qu'ils appartiennent à cette décision. Donc, c'est un processus d'inclusion. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord, Pam. Je voudrais juste rajouter un tout petit détail qui a bien fonctionné pour moi dans le passé, c'est il faut toujours trouver le moment opportun d'avoir cette conversation. La toute première fois, la première semaine où il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans le foyer, la famille est stressée, ils regrettent peut-être beaucoup de décisions passées. Ce n'est peut-être pas forcément le bon moment de commencer à parler de cela. Il faut s'assurer que tout le monde soit bien installé, que ce soit quelque chose, un environnement, une atmosphère calme pour pouvoir avoir cette conversation, pour pouvoir leur dire que c'est vraiment la manière de mieux s'occuper de leurs proches. Donc, une chose qui a bien marché pour moi, c'est d'impliquer les familles qui sont les plus réticentes, peut-être les familles qui sont peut-être un peu résistantes à tout, qui ont tendance à être euh, un petit peu négative peut-être. Et il s'agit ici de leur donner un travail, en fait, de leur donner une utilité, de leur dire qu'ils peuvent faire partie de ce processus. Donc, leur demander, par exemple, de partager leur suivi, les choses dont ils ont euh, fait, les choses dont ils ont observé chez leurs proches. Et en fait, via ce travail collaboratif entre tout le monde, en fait, j'ai vraiment vu des personnes s'épanouir. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire ce qu'il faut
pour permettre à leurs proches de s'ajuster, de s'adapter à ce nouvel environnement. Et ils ne sont pas simplement là, sur le côté, à regarder, à observer ce qui se passe. Ils sont acteurs. Et moi, je trouve que c'est vraiment très important de faire ceci. Merci, oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment très important de leur dire qu'on travaille ensemble pour le même but. Une autre question, quoi faire si euh, il y a une résistance de la part du médecin? Non, bien sûr, il faut que les médecins soient avec nous, hein, bien sûr. Bon, on va raconter encore une histoire, mais lorsqu'on travaillait dans le Nouveau-Brunswick, eh bien, j'ai fait une réunion avec tous les médecins de ma région. J'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux, je les connaissais déjà, enfin en tout cas pour la majorité. Et donc, je suis allée devant la classe et je leur ai dit, je leur ai, et il y a une personne, enfin, j'ai essayé de leur parler vraiment de manière très claire. Et en fait, il y a une personne qui est partie, mais en fait, les autres sont restés. Donc, ici, on a essayé de vraiment de parler de la collaboration. Donc, on a essayé de parler, voilà, voilà la situation et voilà où nous nous trouvons. Et ensuite, moi, j'ai répondu, mais je connais en fait mon poste, je sais où j'en suis. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut changer quoi que ce soit. C'est plus que je voudrais vous dire que si il y a un patient qui a un bassin fracturé, que la personne a mal, qu'elle a une infection urinaire et que la famille veut faire quelque chose, et quand vous dites par exemple, voilà, que vous dites par exemple, je vais prescrire ce médicament, ma seule demande, c'est que vous continuiez cette conversation. C'est-à-dire, dans 6 mois, on peut se reposer cette question. Est-ce que ce médicament est toujours adapté, pertinent, nécessaire? Est-ce que mon client ou mon patient, mon résident peut encore bénéficier de ce médicament? Et donc, si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, peut-être qu'il faut se poser la question de la déprescription. En fait, par rapport aux médecins, il ne faut pas bien évidemment leur dire qu'ils font des choses pas bien, hein. Très souvent, ce n'est pas une mauvaise décision au moment où elle est prise. C'est plus que parfois, il y a un délai de 3 mois, 3 ans, ou je ne sais pas combien d'années plus tard, et ce médicament est encore donné. Donc voilà, c'est la première chose que je leur dis, c'est juste de revoir ces décisions si besoin. Merci beaucoup, Pam. Merci beaucoup, Julie. Euh, on est bientôt à la fin de notre temps imparti, mais je voudrais vous faire une dernière question. Est-ce que on a considéré faire une présentation AUA ou une série pour les docteurs et médecins? Oui, en fait, on le fait parfois dans les foyers. Et il y a bien évidemment d'autres différentes idées et opportunités d'en parler aussi de manière peut-être plus généralisée. Donc, je soutiens beaucoup ce qu'a dit Julie. En fait, les personnes qui vont prescrire ces médicaments, finalement, ce n'est pas nous qui allons prendre cette décision. Donc, en fait, c'est tout le monde qui pensons que nous sommes piégés, le prescripteur aussi. Donc, parfois, mon rôle n'est pas forcément de réfléchir à comment déprescrire, mais plutôt où est-ce que je me trouve dans le cycle de tout cela et comment est-ce qu'on peut aider à suivre l'état des patients pour pouvoir leur apporter le soin le plus adapté. Et bien évidemment, parfois, le patient lui-même est d'accord, donc ils sont contents de faire un changement de médicament. Enfin, cela dépend. Donc, en fait, ce sont des petits éléments qui permettent d'agir en tant que petit élément, voilà, au sein de grands rouages, en fait, et on essaye tous de faire quelque chose de positif. Un dernier commentaire. Quand je travaillais en 2019 au New England,
on a fait une présentation, Dr. Wilfried était avec nous et les médecins ont eu des crédits pour pouvoir assister à ce séminaire et cela a été très bien reçu. Juste un petit commentaire. D'accord, merci. Bon, il y avait une autre question, Julie, c'était sur vos mythes encore, mais peut-être qu'on y reviendra c'était par rapport aux informations, par rapport à la charge de travail qui soit donc allégée après la déprescription. Donc, si vous vouliez bien partager les résultats de votre étude, ce serait très intéressant. Maintenant, nous n'avons bientôt plus de temps. Donc, on vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à cette prochaine session qui est affichée à l'écran. Vous pouvez aller sur le site de l'ESC. Vous pouvez regarder tous les programmes que nous avons disponibles pour vous. Il y a aussi des prix et des récompenses qui sont données par rapport aux soins centrés sur la personne. Il y a aussi un tirage au sort. Et vous pouvez donc avoir ce prix de lancement et peut-être éventuellement gagner 2000 $ simplement en vous inscrivant pour votre équipe. Donc, Et pour le prix lui-même, ce sera 30 prix de 5000 $. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Maintenant, il y a aussi un nouveau webinaire qui s'appelle Cap Santé. Cela va se focaliser sur quatre priorité. Donc, c'est sur l'amélioration de l'accès aux soins, les soins de longue durée, aider aussi au vieillir chez soi et soutenir le personnel. Donc, vous pouvez aussi faire et participer à ce webinaire, donc le 13 mai à 13 heures Eastern Time, donc temps de l'Est, heure de l'Est. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet, le site internet de Excellence en Santé Canada. Merci beaucoup à Julie, à Pam pour vos interventions très intéressantes. Merci beaucoup d'avoir été beaucoup à participer dans le clavardage. Merci beaucoup encore. N'hésitez pas à nous faire suivre vos questions si besoin. Voici notre adresse courriel ici. Merci pour tous vos retours. N'hésitez pas à nous dire si vous avez trouvé cette session utile en répondant au sondage qui s'affiche ici sur votre écran. Est-ce que vous avez l'intention de partager ce que vous avez appris avec d'autres équipes, si vous voudriez en apprendre encore plus? Et enfin, on vous demande votre genre, donc c'est-à-dire comment vous vous sentez à l'intérieur, enfin, c'est-à-dire l'identité sexuelle que vous ressentez intérieurement ou que vous exprimez publiquement. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui. On vous souhaite une très, très bonne journée et cela conclut ce webinaire. Merci encore.